Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 7h43, le petit déjeuner politique ce matin. Philippe Douste-Blazy, ancien ministre et auteur de La maladie française aux éditions de l'Archipel. Bonjour Philippe Douste-Blazy. Bonjour. Reconfinement pendant un mois avec maintien tout de même d'activités dans les entreprises et les administrations, ouverture des établissements scolaires, fermeture en revanche des commerces non essentiels. Est-ce que vous comprenez la stratégie choisie par Emmanuel Macron ? Avec 18 500 personnes hospitalisées, avec 55% de lits Covid en réanimation, c'était obligatoirement la saturation des lits fin novembre, c'était l'obligation de trier des malades en décembre. Donc je ne vois pas quand même, au fond, quelle était l'autre solution. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne parle au fond que du jour J, c'est-à-dire aujourd'hui. On va se confiner parce qu'il y en a trop et il y a trop de Covid. Mais la question c'est pourquoi ? Pourquoi d'abord on a été obligé de se confiner la première fois ? Je vais vous répondre, c'est parce qu'on n'a pas su dépister massivement tous les Français depuis le début. Très bien. Ensuite on confine. Maintenant, pourquoi on reconfine ? Parce que depuis le déconfinement, on n'était pas capable d'avoir des tests qui donnent des résultats en 24 heures. Résultat, il fallait attendre 8 jours, et ensuite vous contaminiez tout le monde, et vous n'isoliez pas les malades. C'est comme ça que c'est remonté. Oui, non mais ça, on va y revenir en détail parce que c'est ce que vous dites et vous racontez d'ailleurs dans votre livre. Et pourtant, tout avait été préparé, c'est le sous-titre. Mais là, est-ce qu'on peut parler véritablement d'un confinement ? Alors, il y a des secteurs qui sont touchés. On entendait François, commerçant en fait à l'instant, qui est complètement dépité évidemment. Mais quand on sort de chez soi quand même pour mettre ses enfants à l'école, pour aller travailler dans certaines entreprises ou faire ses courses dans les supermarchés, c'est pas du confinement quand même. Si, non, si vous voulez, ce qui est choisi, c'est nous sommes sortis du confinement le premier avec une crise économique. Il ne faut pas maintenant connaître une crise sociale. Donc la différence entre les deux, c'est justement est-ce que c'est un confinement strict où là je pense que l'économie va s'écrouler totalement, ou alors c'est un confinement comme l'Allemagne l'avait fait d'ailleurs la première fois, c'est-à-dire les écoles restent ouvertes, les lycées aussi, et souvenez-vous en Allemagne, le BTP, les gens pouvaient continuer à travailler. Donc oui, il faut quand même avoir un confinement soft, parce que sinon, l'économie va s'écrouler. Ah oui. Est-ce que ces mesures, alors ce confinement soft, peuvent freiner le développement de l'épidémie, là ? Oui. Vraiment. Alors, évidemment, ça va baisser. Mais la question est, depuis le début de cette épidémie, et j'ai envie de dire, le président de la République lui-même n'est pas en cause, c'est tout ce qui est autour, tout ce qui est stratégie sanitaire, qui est toujours en retard de 15 jours ou de 3 semaines. Donc là, maintenant, on a décidé, on ne va pas continuer. Alors, vous pouvez continuer à en parler. Je comprends très bien que le milieu de l'hôtellerie, du tourisme, de la culture, c'est une catastrophe pour eux. Ça, c'est une chose. Mais ensuite, maintenant, il faudrait juste éviter qu'on ait une troisième vague, si vous êtes d'accord, en février ou mars. Parce que sinon, il n'y a pas de raison. Donc là, Philippe Douste-Blazy, ça va ralentir quand même la progression, le développement de l'épidémie. Si c'est à peu près respecté, quoi. Donc ça va ralentir, pourquoi ? Parce que, vous savez, à la fois j'ai donné des chiffres tout à l'heure qui étaient importants, mais il y a aussi 2 autres chiffres qui sont importants. C'est qu'au mois de mars, il fallait 3 jours pour multiplier par 2 le nombre d'hospitalisés. Cette fois-ci, c'est 11 jours. Donc c'est beaucoup plus lent. Et deuxièmement, le fameux R. Si je suis contaminé, je vais contaminer 1,4 personnes aujourd'hui. C'était 3 au mois de mars. Donc c'est le moment où il fallait faire quelque chose, parce que là, je crois que ça va être très efficace. Oui. Qu'est-ce qu'on a raté alors, là, ces derniers temps ? La seule chose qu'on a raté, si vous voulez, c'est le fait que dans une épidémie, ce qui est très simple, une épidémie, c'est une maladie contagieuse. Et donc, la première chose qu'il faut faire, si on a la chance, ce qui est notre cas, d'avoir un test, il faut mettre en place sur le plan militaire un système d'équipes mobiles, de médecins, d'infirmières, de kinés, pas obligatoirement, je dirais, de fonctionnaires de l'assurance maladie. J'ai rien contre eux, ils font un travail fantastique, mais quelque chose de médicalisé qui vient chez vous ou qui vous propose de venir à un endroit proche de chez vous, qui vous dit voilà, est-ce que vous acceptez de vous faire tester ? Et si vous êtes positif, on va trouver un système pour vous isoler et surtout pour vous soigner immédiatement. Mais est-ce qu'on est capable de le faire, Philippe Douste-Blazy ? Vous le dites aussi dans votre livre, vous dites la France est paralysée par le poids d'un système administratif. Est-ce que quand même là, à travers ces quelques mois de crise que l'on vient de vivre, le cocotier a été un petit peu secoué, si je puis dire ? Je l'espère, parce que regardez ce qui s'est passé en Allemagne. En Allemagne, au mois
mois de février, on a dépisté tous ceux qui voulaient être dépistés. Exactement comme ça a été fait à l'IHU de Marseille. Résultat, il y a eu 4 fois moins de morts en Allemagne dans la première vague. Aujourd'hui, il y a 4 fois moins de personnes contaminées. Pourquoi ? Parce qu'on dépiste tous les clusters et qu'on arrête, qu'on casse les chaînes de contamination. Alors sur le dépistage, quel test il faut mettre en place ? Il y a les PCR, mais on voit que visiblement on est un peu court. Il y en a d'autres qui sont potentiellement... Pourquoi ça tarde à ce point-là ? Alors d'abord, il y a des machines PCR qui vous donnent les résultats en moins de 2 heures. Donc ça, je ne comprends pas pourquoi ça existe à l'assistance publique hôpitaux de Marseille et que ça n'existe pas dans tout le pays. C'est une première question que je pose. Ensuite, il y a les fameux tests antigéniques que nous avons aujourd'hui. Mais ces tests antigéniques, ils vous donnent les résultats en 10-15 minutes. Est-ce qu'ils sont fiables ? Oui, il y a 65% à peu près. Oui, c'est ça, il n'y a pas une fiabilité totale. Oui, d'accord, mais c'est énorme. Si vous pouvez donner à des millions de Français, plutôt que d'acheter 5 millions de tests antigéniques comme nous avons fait et pour les mettre à l'aéroport, dans les aéroports. Donnons-les à tous les médecins généralistes, tous les médecins spécialistes libéraux. Donnons-le aux kinés, aux infirmières. Alors, évidemment, les universités vont être fermées, mais il fallait le donner à toutes les universités, dans les écoles, dans les entreprises. Et là, très rapidement, vous allez voir que vous allez même pouvoir réouvrir très vite les restaurants et les théâtres. Les tests salivaires également, pour les mettre en place. Les tests salivaires existent dans plusieurs pays dans le monde. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas encore le feu vert pour notre... C'est ce que j'écris dans ce livre, Maladie française, c'est qu'il y a une sorte d'hyper-administration et d'hyper-centralisation qui nous empêche d'aller vite, parce que depuis l'histoire du sang contaminé, tout fonctionnaire a peur de faire une erreur qui va lui être ensuite reprochée pénalement. Oui. Est-ce qu'on peut éviter une 3e vague alors ? La seule solution pour éviter une 3e vague, c'est d'organiser de manière quasi militaire le système de dépistage rapide et d'isoler les malades qui le sont, enfin les positifs qui le sont. Ça marche très 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 bien. Pourquoi ? Parce que le système part par des clusters. C'est le jour où l'épidémie devient incontrôlable, comme aujourd'hui, le jour où si vous êtes contaminé, je ne saurai jamais où vous avez été contaminé. Ce jour-là, c'est fini. On peut reprendre le contrôle alors de l'épidémie là. On peut reprendre totalement le contrôle de l'épidémie. On va y arriver là dans le mois qui vient ou pas ? Non. Je crois que là, la décision est prise. C'est une décision qu'il fallait faire, mais qui est extrêmement malheureuse pour l'économie du pays et pour nous tous. Bon. Mais maintenant qu'elle est prise, il faut profiter de cette période-là pour avoir une stratégie extrêmement forte de dépistage rapide. Bon. Combien de temps allons-nous vivre avec le Covid ? Alors ça, personne ne peut répondre à cette question. Jusqu'au vaccin ? Alors, sur les vaccins, il y a 198 candidats vaccins. Il y en a 10 aujourd'hui qui sont en phase 3, c'est-à-dire des dizaines de milliers de personnes qui sont traitées la moitié avec placebo, la moitié avec ce candidat vaccin. On estime à l'OMS que s'il y a une diminution de 50% du nombre d'infectés grâce au vaccin, alors il est considéré comme positif. Personnellement, j'ai de la peine à croire qu'on va trouver un vaccin assez facilement parce que l'immunogénicité de la maladie est très compliquée. Il y a des gens qui ont des anticorps pendant 2 mois, d'autres pendant 6 mois, d'autres qui n'en ont pas, d'autres qui peuvent reprendre le virus. Moi, je crois plutôt qu'on va trouver un test, et ça va être, je crois, une publication très prochainement, qui va différencier la personne qui va faire un cas sévère de celle qui ne va pas le faire. Parce que, au fond, vous voyez des gens de 35 ans, de 38 ans en réanimation. Pourquoi quelqu'un de 38 ans va entrer en réanimation et pourquoi 95% des gens qui ont 38 ans ne vont pas y rentrer? Donc vous pensez qu'on pourrait avoir un test permettant de savoir si on est beaucoup plus susceptible de développer une maladie grave en fait, liée au coronavirus, quoi. Voilà. Et à partir de là, donner en particulier pour les gens qui sont à risque, c'est-à-dire plus de 65 ans, et surtout avec des comorbidités, une grande surcharge pondérale, du diabète de type 2, des hypertensions artérielles importantes, si ceux-là sont positifs, alors leur donner, pourquoi pas, et je crois que c'est quelque chose qui va arriver prochainement, un vaccin thérapeutique, c'est-à-dire là quelque chose qui va les aider à ne pas passer, leur éviter la réanimation. Oui. Et est-ce qu'il ne fallait pas aller aussi dans cette voie d'une sélection
protection, en fait, sur les personnes les plus à risque, quoi, de les protéger beaucoup plus, quoi. Et souvent, et Emmanuel Macron l'a évoqué d'ailleurs hier. Il a dit on le fera pas. Ouais. Souvent, je me pose la question de savoir si j'avais été ministre de la Santé, qu'est-ce que j'aurais conseillé au président de la République. Je crois que, vous l'avez compris, c'est un système de dépistage quasi militaire et extrêmement important dans le pays. Et la deuxième, c'est certainement pas de reconfiner, parce qu'on ne peut pas non plus discriminer une population, mais certainement de m'exprimer très directement aux personnes les plus à risque. Parce que, au fond, la moyenne d'âge de ceux qui décèdent est de 84 ans. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas 35 ans, vous ne pouvez pas vous retrouver en réanimation. Moyenne d'âge 84 ans. Les morts, Des morts, oui. En fait, oui, il y a des victimes en réanimation au-delà de 65 ans. Il y a deux caractéristiques aux personnes qui décèdent. Un, elles ont 84 ans en moyenne. Et deux, 66% d'entre elles ont ou une hypertension artérielle, ou un diabète, ou une surcharge pondérale associée. Oui. Philippe Douste-Blazy, est-ce que les rassuristes, on va les classer comme ça, c'est-à-dire Raoult, Perron, tout ça, ont tort? Ils affirmaient qu'il n'y allait pas avoir de seconde vague. Je crois que d'ailleurs, vous, à un moment donné, vous étiez plutôt aussi dans leur camp. Ou qu'on entretenait beaucoup trop la population dans la peur. Non, alors moi, personnellement, je n'ai jamais fait la moindre prédiction, parce que je me garderais bien, comme médecin, de faire une prédiction. Non, alors je voudrais parler du professeur Raoult. Le professeur Raoult, c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est parce que là, il y a beaucoup de raccourcis et de polémiques autour du professeur Raoult. La chose est très simple. Lui, il a inventé le 15 janvier, exactement ce qu'a inventé le professeur Drosten en Allemagne, à l'hôpital de la Charité à Berlin. Ils ont dit une chose, il faut dépister tout le monde le plus vite possible. Dès l'instant où vous dépistez tout le monde le plus vite possible, vous avez des cas évidemment très précoces. Dès l'instant où vous avez des cas précoces, vous les soignez le plus vite possible, et évidemment, cette maladie devient encore plus bénigne. Mais c'est ça qu'il a fait. Et lorsqu'il vous parle d'hydroxychloroquine, c'est parce que la première phase, c'est une phase virale. Que vous mettiez hydroxychloroquine ou encore un autre, de toute façon, vous allez baisser le virus. Si vous le donnez plus tard, ça ne sert à rien. Donc on n'a pas toujours compris, au fond, quand le professeur Raoult disait... Il a manqué un peu d'humilité aussi, au passage. Non, moi, la personnalité, c'est encore autre chose. Mais... Non, mais c'est très important ce que je dis, parce que là, il n'y a aucune surmortalité à Marseille. C'est les chiffres c'est les chiffres du ministère de la Santé, voilà, officiels. Il n'y a aucune surmortalité en janvier, février, mars, avril, mai, juin à Marseille. Pourquoi ? Parce que les gens ont été dépistés massivement et on s'en est occupé tout de suite. Et donc, au fond, quand il disait ça, mais pas par la suite, après à la rentrée là. Non, mais c'est pas ça. C'est que ensuite il y a eu une énorme vague qui est arrivée. Et évidemment, ça, touristes, vous ne pouvez rien dire lorsque la vague arrive. Mais au départ, je pense que ce qu'il disait, c'est que si on le prenait très tôt, alors la maladie est tout à fait différente. Oui, Philippe Douste-Blazy, question avec Cécile. Oui, je vous entendis parler tout à l'heure de stratégie, de militaire. Est-ce qu'il faut remettre en cause les compétences de Jérôme Salomon, numéro 2 du ministère de la Santé? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu plutôt un médecin militaire, peut-être? En tout cas, il fallait un chef d'état-major. Là, vous avez tout à fait raison. Il fallait un chef d'état-major à côté du président de la République. Et ce chef d'état-major, il devait prendre en compte non seulement ce que dit la Direction générale de la santé, et donc le ministère, mais aussi le ministère de la Défense, mais aussi le ministère de l'Intérieur, parce que au fond, ce sont des femmes et des hommes dans ces ministères qui sont habitués aux crises, qui savent... Aux catastrophes, qui savent s'organiser. Et le ministère de la Santé, qui est fait par ailleurs de gens remarquables, mais n'est pas habitué à ce genre de choses. Ce que j'écris justement dans ce livre, c'est qu'en 2004, j'avais proposé au président Chirac d'anticiper et de faire un plan pandémie, parce que depuis 1919, on savait très bien que, il y avait la grippe espagnole, des dizaines de millions de morts, mais que ça allait revenir un jour ou l'autre. Et en plus, il y avait l'avènement de l'avion à réaction entre-temps. Donc ça veut dire que ça peut vraiment exploser sur le plan de la Terre. Eh bien, ce plan était prévu. Tout était prévu. Il y avait 1,7 milliard de masques en France en 2011. Et quand Édouard Philippe a demandé combien il y en avait le 15 janvier dernier, on lui a répondu 117 millions. C'est tout ce que vous racontez dans votre livre, Philippe Douste-Blazy. Un mot sur Emmanuel Macron, en fait, hier soir, dans son discours, dans la forme. Il était trop anxiogène, réaliste ou pas? Vous l'avez trouvé? D'abord, je crois que c'est extrêmement difficile, franchement, d'être président de la République aujourd'hui. Au fond, il n'avait pas 36 solutions. Parce que aujourd'hui, quel est le chef d'État qui va
oser dire, écoutez, j'accepte qu'il y ait quelques milliers de morts pour que le pays continue à avoir un produit intérieur brut meilleur. Il ne fait pas 4 jours, cet homme. Regardez ce qui s'est passé pour Trump, qui a essayé pendant 15 jours d'expliquer qu'après tout, les États-Unis allaient continuer économiquement. Mais enfin, voilà, je ne sais pas ce que ça va donner en termes de résultats américains. Mais enfin, je pense qu'il va le payer très cher. Donc, c'est pas possible. Donc, à un moment donné, nous sommes dans des démocraties aujourd'hui qui sont pris aussi au piège de la démocratie. On ne peut pas aujourd'hui accepter qu'il puisse y avoir un risque sur une personne physique. Merci Philippe de Soblazy, ancien ministre et puis auteur de Maladies françaises aux éditions de l'Archipel. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et à suivre le journal de 8h, bienvenue 7h58.